crois qu'il peut se passer plein de choses dans la vie d'un homme. En ce qui me concerne, avec les oiseaux de proie, on ne sait jamais vraiment comment on finit, où on finit, mais je sais que je ferai toute ma vie de la fauconnerie. Le début de la fauconnerie, je pense qu'il date du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, car il y a des bas-reliefs qui appartenaient à un peuple hittite qui ont été retrouvés et qui permettaient d'observer les gens en train de porter un oiseau sur la main droite. Mais il se peut qu'elle soit encore plus vieille, on pense d'au moins 4000 ans. L'âge d'or de la fauconnerie s'est situé en Europe au Moyen-Âge, où donc seuls les hauts seigneurs avaient le droit de posséder et de chasser avec un oiseau de proie. Les oiseaux étaient bien souvent au roi, et lui et sa cour avaient bien sûr le droit d'exercer la chasse au vol. Voilà, mesdames, messieurs, j'aimerais encore une fois qu'on applaudisse tous ces oiseaux qui ont participé au spectacle, mais également Conquistador 5, notre magnifique cheval espagnol. Alors, en ce qui concerne l'équipe de travail, vous aviez sur la courtine la seule femme du spectacle, Marjorie dit la Biao. Ici, à ma gauche, le Daguet Damien. Au bout de la courtine, Zol Breton, François, le Zeg Daniel. Et vous avez un cheval, notre ami Wallace, Philippe Hertel. Et nous avions également le Kroll, Valérie Mars. Merci encore une fois, mesdames, messieurs, d'être venus nous voir aujourd'hui, en espérant vous retrouver un peu plus tard en saison. Merci encore, Rolfa Journafon. La fauconnerie est d'abord l'art de capturer du gibier à l'aide d'un oiseau de proie. De nos jours, il y a eu quelques dérivés. Les spectacles, les démonstrations de vol de rapaces, où il n'y a pas seulement des oiseaux de chasse, mais il y a surtout des vautours, des aigles. Ça, c'est très important, car si les gens se sensibilisent bien aux oiseaux de proie, cela permettra de mieux protéger les oiseaux de proie dans la nature. L'espace Rambouillet, c'est un rendez-vous avec la nature. On a 250 hectares clôturés sur lesquels on peut voir évoluer des animaux sauvages. Et la forêt des Aigles où on présente des rapaces pour expliquer un peu quelles sont les mœurs de ces oiseaux. Et un petit commentaire pédagogique donc pour essayer de faire comprendre aux gens, au public, que ces oiseaux n'ont jamais été dangereux ni pour l'homme ni pour qui que ce soit d'ailleurs. Et que certains ont été en voie de disparition et il ne manquerait pas grand-chose pour qu'ils redeviennent en voie de disparition. Donc on essaye de faire comprendre aux gens que ces oiseaux doivent être protégés. C'est Chico qui arrive. Allez, continue sa trajectoire, c'est un terrain. En Amérique du Sud, vous pourriez le voir ainsi courir et marcher. Il pratique le jogging. Vous le verrez aussi retourner une pierre et attraper un escargot ou un serpent, par exemple. Elles sortent de la tour, ce sont les gracieuses dames blanches, ce sont les chouettes effraies. Ils ont longtemps été persécutés. Les hiboux étaient les amis des sorcières. Quand aux chouettes elles portaient malheur, et pour cela on les a longtemps cloués sur les portes des granges. Ce sont des oiseaux qu'on connaît mal, donc quand on connaît mal, on essaye toujours de les voir de près. On essaye surtout de travailler au niveau des enfants, et surtout eux qu'ils prennent conscience que c'est leur monde à eux qui est menacé. Il faut qu'ils prennent conscience de ça. On s'aperçoit maintenant que ces rapaces, on leur roule dans la nature, et que la nature c'est un tout, hein. On fait partie de la nature, nous.
On est que des bêtes un peu plus évoluées que les autres, c'est tout. Hein. Le début de la fauconnerie, on avait des séances de capture où on dressait des filets avec un appât au milieu, un pigeon, une perdrix. Et certaines attaques d'oiseaux sauvages permettaient d'aboutir à une capture. Et ensuite, on les entraînait pour la chasse. On ne dit pas du dressage parce que ça engendre une certaine brutalité. Or, il ne peut pas y avoir de brutalité puisqu'on essaie de gagner la confiance de l'oiseau. Il y a un mot qui est choisi pour cela, c'est l'affêtage. « 90% du travail que l'on peut voir lorsqu'on est avec les oiseaux est basé sur la confiance. Mais la patte. Voilà. Allez, viens. Il faut lui montrer qu'on est un élément positif et pas négatif, qu'on va faire partie intégrante de sa vie, on va avoir une relation avec lui très forte lorsqu'il va être lâché et voler libre comme l'air tout au long de sa vie. Moi, j'ai appris la fauconnerie en travaillant pour un aéroport militaire, où donc j'ai appris tous les rudiments du travail, de la détention et de l'utilisation de ces oiseaux en chasse au vol. C'est vraiment un mode de chasse et une prédation naturelle qui effarouche énormément les pigeons, les mouettes, les corbeaux qui sont en bord de piste et qui traversent devant les avions. Donc on a utilisé, et on utilise toujours, cette technique de chasse au vol pour justement avoir une parfaite protection des avions. Ensuite, j'ai eu l'opportunité de monter sur Provins. Alors ça me prend bien sûr beaucoup de temps. J'ai la responsabilité du site. On a toujours des oiseaux à travailler, à faire évoluer, à corriger. Parce que d'abord, c'est le bien-être. Hein. On n'est rien sans les oiseaux, on est des faire-valoir en fait. Donc si eux sont bien, on a une chance d'être quelque chose, quoi. Ah oui, ça fait partie du travail du fauconnier. Voilà. Je suis venue à Provins pour m'occuper du cheval de fusil, pour le brosser, pour faire son box le matin, pour le préparer pour le spectacle, le sceller, aller l'échauffer. Et donc j'étais là normalement que pour ça. Et puis après son cheval a disparu et je suis restée là pour les oiseaux après. Et maintenant qu'il y a un autre cheval, je m'occupe des deux, des oiseaux et des chevaux. Regarde toi. Hein? Bon. Après, au départ, on les nourrissait à même le sol. Et au bout d'un moment, tu les mets sur le toit. Parce qu'après, quand tu vas commencer à les affêter pour le vol, elles ont retenu que toi, tu les nourrissais là. Donc, elles viennent toujours dans tes pieds. Donc après, il faut les nourrir à des hauteurs d'homme de façon à ce qu'elles sachent qu'il faut toujours qu'elles viennent à la main. C'est pas mon pépère. Bah oui. Je préfère les nocturnes. Je trouve qu'ils se différencient tous les uns des autres. Couleur des yeux, plumage, les têtes, plus ou moins rondes, plus ou moins plates, plus ou moins... Un pépère, qu'est-ce que t'as vu?
toujours aimé les oiseaux mystérieux. En fait, la légende qui fait ça aussi. Ah, pépère. Qu'est-ce que t'as vu? Parce que comme ça, moi, je peux faire hop, il y a un problème, zou, et je retire ma main. Hop. Et même des fois, tes trucs, tu vas trop vite, et là, même en reprendre ton leurre, tu vois ce que je veux dire? Et là, tac, 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 tac. Seulement, moi, s'il y a un problème, c'est hop, 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 hop. Monsieur. Non, tu vois, moi je le fais pas. Je les tiens là, je les tiens là. Je tiens pas là. Vas-y, tu fais ta passe comme ça. Là, je te prends. Et là, t'es baisé. Ouais, c'est ta soupape. Ça fait moins joli, je trouve. Ça fait moins joli, mais quand t'auras pété un faucon, tu n'auras pas idée. Une fois que tu bouges avec, ça, tac. Et chaque fois, c'est des déplacements, hop. C'est les déplacements de quart. On fait ça. On appelle ça un tenkan en aïkido. Souvent, les jeunes, lorsqu'ils veulent apprendre la fauconnerie, ils aimeraient qu'on leur dise voilà, pour faire telle ou telle chose, c'est comme ça et comme ça et comme ça, et on aboutit. Or, même moi, quand j'ai appris, et c'est ce que j'ai tendance à recréer, je ne dis pas tout. En fait, il faut lui laisser aussi le temps à lui de faire son expérience et d'analyser pour aboutir. Non seulement on a le résultat, mais on a compris tout l'enchaînement parce qu'on l'a analysé, on l'a fait soi-même, on l'a vécu. Même si on est un peu corrigé par un tuteur, qui justement le maître fauconnier, en tout cas celui qui doit nous apprendre. Mais ça c'est très important en matière de dressage. C'est avoir absorbé les choses, savoir regarder, savoir les analyser et les refaire, et faire sa propre démarche. Et on voit le résultat. Et quand le résultat est bon, je pense qu'on a bien compris son sujet. Là, c'est des petits cresserelles qui ont été reproduits ici. Ils ont à peu près 15 jours, 3 semaines. Là, ça fait 4-5 jours qu'on les a retirés des parents. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu distants encore de l'homme, qu'ils sont un peu craintifs. Ça a commencé quand je partais en vacances avec mes parents, quand j'avais 6-7 ans. On partait à Creuse ou en Auvergne, donc là il y a plein de bus variables. Je partais toutes mes journées en vélo avec mes jumelles pour aller observer les bus variables dans la nature. Au fur et à mesure des années, j'étais visiter des voleries. J'ai commencé à me documenter, à m'acheter différents livres sur les rapaces. Et une année je suis arrivé à Provins, c'était en 1995. Et donc là j'ai demandé à faire un stage. Donc j'ai commencé à faire un stage d'une semaine et puis pendant 5 ans je suis venu en stage ici et puis me voilà là maintenant. Hein. Grosse ma mère. Ah oui. Ce qui pousse les oiseaux à voler dans la nature, c'est la recherche de nourriture. Donc l'oiseau est pesé tous les matins. On entretient le poids de forme. C'est le poids qui se définit pour chacun des oiseaux. Ce poids de vol est très important car il faut tenir compte non seulement de la morphologie de l'oiseau, mais également de son tempérament. Il y a des oiseaux qui vont avoir un tempérament plus difficile, plus dur, plus doux. Donc ça va nous permettre d'avoir un poids de vol qui est plus ou moins élevé. Chaque fauconnier a son propre cheminement et en fait il faut du temps. La fauconnerie s'apprend au fil des années. C'est vrai qu'il est important d'avoir un acquis, une expérience qui permet d'éviter des erreurs parce qu'on a affaire à des individus et un individu peut être différent d'un autre et on aura des problèmes de dressage, d'affêtage. Donc il faut en permanence se remettre en question et être attentif à ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Donc tout le monde apprend tous les jours, avec les animaux en tout cas, c'est ça.
Avant que la fauconnerie arrive en Europe, nos seigneurs du Moyen-Âge ont énormément appris de techniques des Arabes. En l'occurrence, ils ont appris la technique du leurre ainsi que du chaperon. Les Arabes chaperonnaient donc les oiseaux pour les plonger dans le noir étant un facteur de calme chez l'oiseau. Et ça, ce sont les techniques que l'on a appris du monde arabe. La fauconnerie, c'est quand même un art ancestral et on doit conserver justement ces anciennes méthodes, quoi, qui sont encore un petit peu d'actualité puisqu'il y a encore tout un tas de chasseurs au vol, hein, avec des faucons, des autours. Alors le chaperon par lui-même, c'est un petit casque qui s'ouvre et qui se ferme, hein, avec un système de tirette. Dès qu'on va lui enlever ce petit casque, automatiquement l'oiseau va associer qu'il va devoir travailler. Donc il va focaliser tout de suite sur la première chose qu'il va voir. Et en l'occurrence chez nous, c'est le leurre. Donc ce fameux croissant de cuir qu'on fait tournoyer pour faire travailler justement ces faucons. Hein, donc il faut que ce soit fait d'une façon vraiment parfaite et surtout sur mesure par rapport à l'oiseau. Chaque oiseau a son chaperon. Je ne les lâche pas et je ne les lâcherai jamais, ces oiseaux. Hein. C'est ma vie maintenant et c'est un virus. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est... On est malade. On appelle ça une cage à faucons, qui était en général sanglée. Donc le porteur rentrait dans la cage de cette façon. Donc il la tenait sur les côtés et c'était sanglé de chaque côté autour des épaules. Alors c'est pour ça qu'en fait les cages, ça permet de mettre plusieurs oiseaux. Parce que sinon il y a un oiseau par bonhomme et en utilisant cette méthode, en fait, il pouvait mettre 15-20 faucons. Et donc il courait derrière le cheval et il courait. Ce qui fait qu'arrivé au moment de la chasse, le seigneur désignait un faucon à faire voler. Un peu vert. Bon, d'abord les bûches et après c'est toi. D'accord? Voilà. C'est bien. Un oiseau qui comprend. Allez. Le vert. Ah oui. Voilà. Bon comme un sou là. Quand M. Bud est né, on était descendu voir le couple reproducteur de Grand-Duc et l'œuf il est cassé. Il dit ah bon, bah, tant pis quoi. Le lendemain soir, on repasse au centre d'hivernage où il y avait le couple reproducteur. Donc je vais voir si l'œuf est vraiment cassé et je dis bon bah ouais, l'œuf il est vraiment pété. Le petit Bud était né, sorti de son œuf, poussière, sa mère venait de s'enlever de sur lui. Donc ça s'appelait Bud, comme moi. C'est un hibou bavard. Des oiseaux qui ont été longtemps persécutés et que l'on trouvait parfois, hélas, cloués sur les portes des granges, soi-disant pour conjurer le mauvais sort. C'était surtout le cas en France pour la grande dame blanche de la nuit, la fameuse Chouette effraie. Alors la plupart des oiseaux qui évoluent aujourd'hui parmi vous sont des oiseaux reproduits à Provins. En effet, chaque année, nous reproduisons chouette effraie, chouette hulotte, hibou grand-duc, mais également une grosse chouette blanche originaire de Norvège, la jolie chouette arfan polaire. Alors patience et persévérance sont avant tout les propres mots du fauconnier. Il faut souvent savoir attendre pour être très largement récompensé des efforts de ces magnifiques oiseaux. Et en hiver, mais tous les oiseaux de l'hivernage, bon, ça nous empêche pas d'aller les voir. Ça, on n'est pas coupé pour autant d'eux. Bon, ils sont remontés en plein poids, après il y a la retrouvaille. C'est toujours le grand moment, à savoir à quel moment ils vont se mettre à voler réellement en spectacle. Bon, ça plus ou moins long, selon ce qu'ils ont à perdre. C'est d'une saison à une autre, le poids d'un oiseau il change au niveau du poids de vol, quoi. Ils n'ont jamais le poids de vol d'une saison.
Une saison, ils vont voler plus bas, une saison, ils vont voler plus haut. Là, cette saison, ils volent plus bas que la saison dernière. Bon, la saison dernière était tout jeune et tout. Bon, cette année, il est adulte. Peut-être que la saison prochaine, il volera plus haut. Un pépère. C'est pas grave. C'est très lourd et un peu de vent, ce qui oblige les oiseaux à se supporter au bout de leurs ailes, qui n'est pas toujours très facile. Mes parents m'auraient bien vu finir des études par un beau diplôme, genre DEA ou doctorat ou je sais pas quoi. C'est quand je leur ai dit, voilà, j'ai eu un stage à l'espace Rambouillet, je vais enfin devenir fauconnier, ils m'ont fait, mais tes études? Et je leur ai rappelé que si j'avais commencé les études, c'était pour devenir fauconnier. Machin, truc, parce que là, elle est en bonne prépa. Bah ouais, donc ouais, mais elle est trop grande. J'ai pas mis de flanc en dessous. Parfois j'en ai, mais là j'en ai pas. Avec le dos comme ça. C'est encore mieux comme ça. Elle est très bonne, Annick Tabar. Ça va? Dans les fauconniers qui sont là, il y en a qui ont fait l'hôtellerie, il y en a un qui a fait cuisinier, il y en a d'autres qui ont un DEA de biologie. Et donc tout le monde se retrouve là et fait la même chose en fait. On est réunis autour d'une même passion, quoi. De nos jours, pour être plus efficace, on a fait évoluer la technique de recherche à l'aide des émetteurs. Les émetteurs sont un système assez technologique qui permet, à l'aide d'un signal que l'on réceptionne, de détecter l'oiseau à plusieurs kilomètres. Traditionnellement, il suffisait de tendre l'oreille et on entendait les petites sonnettes qui permettaient de localiser l'oiseau dans les quelques mètres pour faire courtoisie, c'est-à-dire pour partager le repas du faucon, lui laisser sa récompense et en même temps le récupérer.
truc là-bas. Ce sont des oiseaux carnivores, donc ils mangent de la viande que de la viande. La chouette n'est pas la femelle du midi. Je crois que fauconnier, j'arriverai à supporter le quotidien, parce que le plus dur généralement dans le travail, c'est le quotidien. Et le quotidien du fauconnier, c'est le rêve. On a envie de se lever le matin pour y aller. Aujourd'hui j'étais de congé et j'ai même pas fait attention, je suis venu. Je m'en suis aperçu à midi et je suis pas reparti, je suis bien là. Je suis avec ma raison de vivre en fait, quoi. Elle n'aime pas la pluie, quoi. Hein? Elle vient travailler, mon bébé, hein? La fauconnerie, c'est un mode de vie. On ne s'improvise pas fauconnier, on est fauconnier jusqu'au bout des doigts. Je veux dire, on n'est pas seulement fauconnier le matin quand on se lève et on est quelqu'un d'autre quand on se couche. On est fauconnier à plein temps, tout le temps. C'est un art de vie, c'est un mode de vie. Voilà les oiseaux de cinéma. C'est eux sur lesquels il faut pouvoir vraiment compter car ils changent de territoire et son seul repère c'est le fauconnier de Caen, l'étroite complicité, ça c'est primordial. Il y a un oiseau auquel je tiens énormément, c'est Alaska, c'est un aigle pêcheur américain. J'ai eu la chance de la voir lorsqu'elle avait juste 1 an, elle est née dans un zoo en Allemagne, à Berlin. Très vite, j'ai aimé cet oiseau plus que les autres. C'est l'amour. Elle est contente. La confiance qui s'est établie entre cet oiseau et moi m'a permis d'oser faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait avec d'autres. Parce que lorsqu'on lâche un oiseau libre comme l'air, il faut être sûr qu'il parte et qu'il revienne. La confiance étant établie, je suis allé sur des plateaux de télé. Elle n'a pas peur des caméras. On a fait des séances cinéma, on a fait des fêtes médiévales, on s'est déplacé. Lorsqu'on me demande quelque chose avec cet aigle, je suis quasiment sûr de pouvoir le réaliser, entre guillemets, quoi. C'est un oiseau qui... Je dois beaucoup à cet oiseau. Lorsque les spectacles sont presque complètement finis, je dirais, en hiver, avec quelques fauconniers, on pratique eh bien, la chasse au vol pour notre loisir. C'est très important parce qu'il n'est pas question qu'il y ait une rupture en hiver. En fait, on continue de travailler les oiseaux, mais d'une autre manière. On a affêté
c'est-à-dire qu'on a dressé un oiseau que l'on va mettre en situation et on a le sentiment d'être spectateur d'un tableau qui se passe dans la nature tous les jours. Et lorsqu'il capture, c'est un peu la récompense des efforts passés 2 ou 3 mois avant. Parce qu'il faut apprendre l'oiseau faut gagner la confiance de l'oiseau, il faut pouvoir le lâcher libre comme l'air. Il faut ensuite lui apprendre à monter, à centrer, à attaquer. Et lorsqu'on a travaillé toutes ces étapes et qu'au bout du compte on aboutit, c'est fabuleux. Ça, c'est fabuleux. La chasse, c'est ce qu'il y a de plus excitant, je dirais. C'est la fauconnerie. Étant donné qu'on a une relation très forte entre l'oiseau et le fauconnier, il est parfois pas toujours facile, en tout cas tout de suite, de se substituer au fauconnier. C'est-à-dire le monsieur tout le monde ne peut pas forcément prendre le gant et rappeler l'oiseau, parce qu'il ne connaît pas la personne, il faut qu'il ait entièrement confiance. Il y a un travail de préparation qui est justement d'aller nettoyer les cages, d'aller le voir souvent, et après, lorsqu'il commence à connaître, il acceptera de venir. Mais ils ont leur tête, hein. Les oiseaux ont même des préférences entre les fauconniers qui fait qu'ils auront plus volontiers chez un fauconnier que chez un autre. Voilà, et ça c'est la règle du jeu. Pendant mes 2 premières années de stage, j'ai pas touché énormément d'oiseaux. Hein. Je faisais le nettoyage, je faisais un petit peu toutes les conneries à faire, quoi. Et puis ça a porté ses fruits, quoi. Mais je m'en plains pas, et puis on est au contact des oiseaux, hein, quand même. Hein. J'aime bien ce qui est propre, moi. Pour faire ce métier, il faut aimer, ou sinon, par exemple, il y a un oiseau qui est malade, ou il faut venir la nuit, il faut se lever, il ne faut pas avoir peur de venir le voir. Si on se dit, bon, faut aller travailler, faut aller voir les piafs. Donc, faut aimer, ou sinon, il faut changer de métier, parce que c'est pas possible. C'est comme ça que je le ressens. Toi, elle avait jamais fait attention aux serpentaires. Et là, elle l'a vu. Quoi ça? Hein? Quand tu reproduis des oiseaux et qu'ensuite tu les fais voler, je trouve que c'est extra, quoi. Donc je m'en suis occupé parce que j'en avais envie, en fait. Je trouve ça extra quand tu as des tout petits poussins qui nourris à la main, qu'ensuite tu les veux en spectacle, tu te dis que c'est toi qui les as reproduits, qui étais dans l'œuf et tout ça. Enfin. Ça, c'est vraiment le tout début d'affêtage, en fait. Tu vois, il n'y a pas de souci, elle accepte de manger à côté de moi parce qu'en fait, on les a élevés depuis qu'ils sont tout petits. Donc ils ont l'habitude. Bah oui. Viens, regarde, ça va. Voilà, comment on... Chaque année, on a des naissances d'oiseaux qu'on élève, on garde certains jeunes pour le spectacle et d'autres sont amenés à partir. Alors, il est certain qu'il ne faut pas s'investir énormément sur un plan, je dirais, sentimental. Mais bien sûr, c'est plus fort que nous. Celle-ci, elle va encore grandir, hein, parce que toutes les plumes sont encore en tuyau, hein, c'est encore un bébé. Voilà. C'est pour ça que je voulais pas lui les envoyer en Amsterdam, parce qu'en plus, je sais pas comment les gars ils vont balloter ça ou pas, etc. Là, j'ai des tendeurs. Maintenant, je sais pas leur réaction par rapport à la caisse de transport, c'est nouveau, c'est un peu les stresser.
tout. On va voir là. Il y a du boulot. Il y en a plus une. Il y en a 3 qui sont en plus. Voilà, ma mère. On peut avoir une exclusivité avec n'importe quel oiseau. À partir du moment où on est le seul à le manipuler, il est certain que cet oiseau n'acceptera quasiment qu'une seule personne. C'est vrai surtout pour les aigles, parce que les aigles, en fait, on les fait voler très très haut dans le ciel, quand ils sont à 600, 700 ou 800 mètres. Et il faut qu'ils aient une confiance absolue envers son fauconnier qui le rappelle. C'est pas forcément le petit morceau de viande qui est sur le gant qui va le faire revenir. Le premier piqué que j'ai fait, c'était avec elle, quoi, avec mon aile. C'est ça en fait que je trouve extraordinaire, c'est qu'elle est là où elle était libre, et puis tu fais un signal, et elle revient. C'est magique, c'est blanche. Donc en fait, j'étais tout excité, même avant qu'elle arrive, j'avais les jambes qui tremblaient, enfin j'étais un peu fou, quoi. C'est ce que j'attendais depuis longtemps en fait. Et le top, c'est que ça soit passé avec elle, quoi. C'est peut-être bête à dire, mais ça passe à mon avis sentimental. C'est vrai en fait, ça se passe comme ça. J'ai choisi d'intégrer un cheval en spectacle à Provins parce que si on veut aller jusqu'au bout des choses, on pratiquait donc la chasse au Moyen-Âge et en plus, on allait à la chasse à cheval. Donc il était important d'amener un cheval dans le spectacle des aigles. Et bien sûr, le fauconnier, on commence un petit peu, nous, à devenir fauconnier et un peu metteur en scène. On n'a pas dressé un oiseau, donc affêté un oiseau, puis ensuite c'est gagné pour toujours. Non, c'est quelque chose il faut cultiver son jardin, il faut entretenir cette relation au quotidien. Oui, mais c'est pas grave, ça fait une approche. Allez, allons ma mère. Allez. Grossière. Je sens pas toujours l'oiseau, quoi. Je comprends pas des fois pourquoi ça marche pas. Là, j'ai juste les bases, quoi. Comment réclamer un oiseau, l'affêtage et encore c'est. Mais quand je vois Philippe ou même Valérie, je me dis, dis donc, il y a encore du chemin à faire. Ouais, mais bon, j'y arriverai. Là. On a un petit dans la main, comme ça. Mais de toute façon, t'en as un aussi. Fais comme ça, puis fais comme ça, comme si t'avais un mouchakou. Après t'as grandi. Non, parce que regarde, il va plus se tendre. Tu comprends? Fais comme si t'avais l'épée dans la main. Non. Ça me prend la tête. Fais jambes, hop, et jambes. On a eu la chance que quelqu'un nous ait transmis en fait ce savoir parce qu'il n'y a pas de centre de formation où on s'inscrit et on est sûr d'apprendre. C'est une tradition donc qu'on perpétue comme ça, de bouche à oreille. Et il faut suivre énormément les fauconniers pour un jour voler avec l'oiseau de ses propres ailes. Non, ça déjà t'as refait dans l'autre sens. Voilà, dans ce sens-là. Et hop, passe dans l'autre sens. Là. Oh!
Oui. Ottawa et Niagara. Et oui, Marjorie, le cheval? Le cheval. Tu vas voir le cheval? Oh, une tonche. Classique. Au départ, pour moi, la fauconnerie, c'était la chasse au vol. C'était uniquement partir un petit peu en solitaire avec son oiseau pour aller chasser et se faire plaisir personnellement, puis faire plaisir à son oiseau. Et puis après, bon, quand on veut continuer à faire de la fauconnerie, quand on veut en vivre de cette fauconnerie, on part souvent dans le milieu spectacle. L'intéressant pour moi, c'est le fait de mettre en valeur l'oiseau, d'essayer de le faire voler au mieux, de le présenter au mieux par rapport au public, essayer de montrer ce qu'il sait faire. Et en fait, ça reflète le travail qu'il y a derrière, donc le travail du fauconnier. Il glisse hein, sur la droite. Valérie, tu vois? Ça va aller encore en vol, mais elle est partie par là. On va avancer un peu par là. Le problème c'est qu'en fait, parfois il y a des gens un peu mal intentionnés qui éventuellement peuvent tout à fait, et ça c'est la bêtise humaine, jeter de la nourriture par terre pour récupérer un oiseau. Puis bon, parfois ça peut être pour mettre sur une cheminée ou donner ça au marché noir. Hop, hop, hey! Voilà, le souci c'est qu'elle n'est pas venue là pour rien. Hein. Si elle est venue dans ce secteur-là, c'est qu'elle était intéressée par quelque chose. Et c'est ce qui m'embête parce qu'au prochain spectacle, je ne sais pas si je vais la sortir. Non, apparemment, elle n'a pas envie elle n'a pas trop envie de descendre. Parce que là, elle monte encore, donc faut la laisser en profiter justement. Allez! Allez, allez! Hop!
j'ai rarement vu, j'ai rarement croisé des gens, qu'on en ait peur ou pas, qui m'ont dit qu'un oiseau n'est pas beau. Ils plaisent à tout le monde, pour ce qu'ils sont. Ils sont naturels. Ils sont vrais, ils sont justes, ils sont loyaux. Je crois que c'est là, tout part de là. Et on aimerait souvent s'identifier, être aussi noble qu'eux. Et l'homme a encore beaucoup de chemin jusqu'à ce qu'il devienne aussi bon que ces oiseaux. On a eu la chance un jour de pouvoir côtoyer ces oiseaux. Donc je pense qu'il ne faut pas gâcher tout ça. Il faut l'entretenir et puis vivre une grande passion.